Cette semaine, dans Afrique, nous irons à la rencontre des réfugiés yéménites à Djibouti, qui portent les blessures de la guerre opposant les rebelles Houthis aux forces saoudiennes. Puis nous partirons en Namibie, où l'introduction d'un salaire minimum pourrait venir changer la vie des nombreux travailleurs domestiques du pays. Enfin, nous dresserons les portraits croisés de deux musiciens engagés, représentants de l'afrobeat. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Au Burundi, le coup d'État a échoué, mais la crise est loin d'être terminée. Jeudi encore, un manifestant est mort, tué par la police. Plus de 110 000 personnes ont fui les violences vers les pays voisins, dont la Tanzanie. Dans les camps de réfugiés, une trentaine de personnes sont mortes du choléra. Face à la crise, le président Pierre Nkurunziza n'exclut plus l'hypothèse de repousser légèrement les élections, mais compte toujours se présenter pour un troisième mandat. Au Mali, la mission de l'ONU a été visée par une attaque d'origine inconnue à la Kalachnikov et à la grenade. Une personne a été blessée. L'armée française vient par ailleurs d'annoncer avoir tué 2 chefs djihadistes. À Accra, les manifestants protestent contre le manque d'électricité. Faute d'infrastructures modernes, le Ghana vit au rythme des coupures de courant qui n'épargnent ni les écoles ni les hôpitaux. Mais le problème est loin de se limiter au Ghana. 600 millions d'Africains vivent toujours sans électricité. Au Burkina Faso, la veuve de l'ex-président Thomas Sankara a été entendue par la justice, 27 ans après l'assassinat de son mari dans un putsch. Le régime de Blaise Compaoré, renversé fin octobre par une insurrection populaire, avait toujours refusé l'ouverture d'une enquête. Mariam Sankara exige aujourd'hui que la justice aille jusqu'au bout. Abidjan ouvre la première chocolaterie du continent africain et entend produire pour le marché local. La Côte d'Ivoire est depuis des décennies le premier producteur mondial de cacao. Mais les habitants étaient jusqu'ici privés de chocolat, financièrement inaccessible pour la majorité. Le conflit qui oppose les rebelles Houthis aux forces saoudiennes au Yémen a fait près de 2000 morts et forcé 500 000 personnes à quitter leur foyer. Nombre d'entre eux cherchent refuge à Djibouti, mais le petit pays peine à les accueillir. Il y a 2 semaines, la petite Farah a reçu une balle en pleine tête. Une victime supplémentaire dans le conflit au Yémen entre les Saoudiens et les rebelles Houthis, un conflit qui a déjà fait 800 morts. La maman de Farah a traversé le détroit de 30 km entre le Yémen et Djibouti pour tenter de lui sauver la vie. Et elle a besoin d'une opération en urgence pour déloger la balle de son cerveau. Elle peut mourir. Hier, le docteur m'a dit que son état empirait. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut. Je pleure toute la journée. Les prières de cette maman ont peut-être été entendues. Farah a été envoyée en France pour son traitement. Mais c'est un cas exceptionnel. À Djibouti, on estime à 12 000 les réfugiés yéménites attendant une prise en charge médicale. Parmi eux, des centaines sont installés ici, dans ce complexe résidentiel en construction. Le propriétaire a aussi envoyé des bateaux pour aider ceux qui veulent traverser le détroit pour échapper à la guerre. On a envoyé le bateau à Aden et ramené les gens ici sous notre responsabilité. Pour les cas les plus urgents, on leur donne des médicaments et on les envoie à l'hôpital. On les nourrit, on les loge, on s'occupe de tout. Et pour les blessés et malades, on essaie de les envoyer à l'étranger. Les besoins sont gigantesques. Les blessés s'entassent dans les appartements sans matériel médical adapté. Mais les réfugiés de la guerre n'ont pas le choix. Djibouti est l'un des rares pays à accepter les Yéménites. Personne ne veut nous aider. L'Arabie Saoudite refuse les Yéménites. L'Égypte, non aux Yéménites. La Jordanie non plus. L'hôpital militaire français non plus. Où est-ce qu'on peut aller? Hier, j'ai entendu qu'Israël aussi refusait les Yéménites. Iran, les États-Unis, pas de Yéménites. Où on peut aller? Notre seule possibilité, c'est la tombe, la mort. De nouveaux réfugiés arrivent chaque jour. Selon l'ONU, 15 000 Yéménites arriveront à Djibouti au cours des 6 prochains mois. Un assemblage de tôles ondulées et de morceaux de bois, c'est la maison de Monica Amoutenia, femme de ménage. Contrairement à la demeure qu'elle nettoie 2 fois par semaine, elle n'a ni l'électricité ni l'eau courante. En avril, le gouvernement namibien a mis en place un salaire minimum pour les employés de maison.
Et les heures supplémentaires, congés et frais de transport sont désormais couverts. Je trouve que c'est bien, c'est juste, parce que certains travaillent très dur, ils n'arrêtent pas, donc ils méritent un salaire minimum. Je pense que la loi va avoir un effet positif pour moi, parce que tout le monde va s'y conformer. Par exemple, au bureau du travail, quand on postule pour des jobs temporaires dans les fermes, on s'enregistre là et on y revient après pour être payé, après avoir fait le travail. La Namibie compte environ 46 000 domestiques, des jardiniers aux babysitters. Ils gagnent moins de 50 $ par mois en moyenne, ce qui fait d'eux les travailleurs les moins bien payés du pays. Le nouveau salaire minimum devrait doubler leurs revenus. Certains députés se sont opposés à la mesure, estimant qu'elle coûtait trop cher et augmenterait le chômage à terme. Mais pour les syndicats, c'est une victoire incomplète. Le gouvernement aurait pu mieux faire pour le salaire minimum. Il aurait dû y avoir plus de recherches et de consultations préalables avant de passer à la loi. Par exemple, certains employeurs ont réduit les salaires de leurs domestiques. Monica ne travaille pas à plein temps et craint que la nouvelle loi ne change rien pour elle. Je ne travaille que 2 fois par semaine. Je ne pense pas que ça représente suffisamment d'heures pour bénéficier du salaire minimum. Dans d'autres pays, même quand les salaires minimums existent, ils ne s'appliquent pas toujours aux domestiques. La Namibie rejoint l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et le Botswana, ses voisins qui ont déjà mis cette mesure en place. Un son métallique, agressif, une signature unique. Pour beaucoup, Marcus Miller est à la basse, ce que Miles Davis était à la trompette. Avec Aphrodisia, son dernier album, le musicien afro-américain revient sur les sources du jazz, l'esclavagisme. Cette inspiration, il l'a puisée au Sénégal pendant une visite sur l'île de Gorée. Tout est différent quand vous êtes sur cette île et que l'on vous explique que dans cette pièce on empilait les uns sur les autres des Africains, des hommes, des femmes, voire des enfants. Tout est différent quand vous voyez cette porte donnant sur la mer, car au bout d'un certain temps, après avoir compté les prisonniers, ils les faisaient passer par cette porte pour les envoyer sur des navires vers l'Amérique. Ils l'ont donc surnommée la porte du voyage sans retour. L'Afrique et le jazz trouvent aussi un écho dans l'actualité. Son conteur, c'est Tony Allen, l'un des créateurs de l'afrobeat. À travers un mélange de musique africaine, funk et jazz, il dénonce les drames de l'immigration clandestine en Méditerranée. Avec cette chanson, le Nigérian implore ses frères africains de ne pas tenter la traversée vers l'Europe. Je veux juste les prévenir, parce qu'ils risquent leur vie pour venir dans cette partie du monde. Ils pensent qu'ils rouleront sur l'or, ici, et pour eux c'est un rêve. Mais je les préviens, ce rêve est un mirage. Depuis ses origines, le jazz est considéré comme un instrument d'émancipation. Aujourd'hui, le combat reste le même et le refrain est toujours aussi amer. L'équipe zimbabwéenne de cricket s'apprête à débuter une série de matchs-tests contre celle du Pakistan. C'est la première fois que le Pakistan accueille ce type d'événement depuis la mort de 8 personnes en 2009 dans l'attaque du bus de l'équipe sri-lankaise. Dans la prochaine édition d'Afrique, nous nous intéresserons de près aux crocodiles fermiers du Zimbabwe qui pèsent leur poids dans l'économie du pays. Puis nous raconterons l'histoire d'une chanteuse ougandaise condamnée pour pornographie pour un clip trop osé au goût des autorités.